Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast de France Invest, le rendez-vous du capital investissement. Tous les mois, nous vous proposons des analyses, des visions, mais aussi des retours d'expérience pour décrypter et comprendre comment le capital investissement construit l'économie de demain, parce que l'avenir est capital et qu'investir, c'est le construire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein de la chaîne de podcast France Invest, le rendez-vous du capital investissement. Aujourd'hui, nous abordons un sujet récent mais qui prend une place croissante dans les préoccupations du capital investissement, la biodiversité. Comment les sociétés de gestion intègrent-elles ces enjeux ? Quels outils existent et quelles actions concrètes peuvent être mises en place dans les sociétés de portefeuille ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Noëlla de Birmingham. Bonjour Noëlla. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es CSO chez Andera Partners et tu as notamment lancé dès 2022 les travaux en matière de biodiversité au sein de France Invest avec la publication de 2 guides. Et on a le plaisir d'être accompagné également par Thomas Carlier. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous également. Tu es vice-président Sustainability chez Invest Industrial et tu as repris le groupe de travail en 2025 et tu développes actuellement des outils pratiques afin d'accompagner les sociétés de gestion. Tu es d'ailleurs en co-lead sur le sujet, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, je co-lead le groupe de travail biodiversité de France Invest avec Charlotte Allard de Sparring Capital. Alors on va parler biodiversité ensemble. Les sociétés de gestion sont très averties sur les sujets climat, peut-être un petit peu moins sur les sujets biodiversité, notamment sur la méthodologie à mettre en place. C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Première question, Thomas, peut-être une définition pour ceux qui suivent un peu moins le sujet biodiversité. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est concrètement la biodiversité et surtout pourquoi est-ce que c'est important pour les entreprises ? Tout à fait, les sujets biodiversité et climat étant par ailleurs très liés. Alors la définition stricte de la biodiversité, je regarde mes notes. Oui, on voit que tu lis la définition. C'est l'ensemble des espèces vivantes, donc animales, végétales, micro-organismes, présentes dans un environnement ainsi que leurs interactions. Alors, oui. C'est assez français de définir la biodiversité comme nous le faisons aujourd'hui. Dans les pays anglo-saxons, on parle de nature. D'accord. Parce que dans le cadre de ce podcast-là, quand on va parler de biodiversité, on va aussi mentionner des éléments non humains comme l'eau ou le changement climatique. C'est pour ça qu'en anglais, on parle de nature plutôt que juste de biodiversity. Alors, pourquoi c'est important pour une entreprise ? Ça peut paraître anecdotique comme sujet, vu de l'extérieur. Mais en fait, aujourd'hui... D'un point de vue business. Mais en fait, aujourd'hui, 50% du PIB mondial est modérément ou très dépendant à la nature et à ses services écosystémiques. Alors, qu'est-ce que c'est un service écosystémique ? C'est tous les services rendus gratuitement par la nature à l'humain. Donc, ça peut être, par exemple, la purification de l'eau, ça peut être la régulation du climat, notamment. D'accord. Et donc ça, c'est une étude du World Economic Forum qui présente bien pourquoi est-ce que la biodiversité est importante pour les entreprises. Donc exemple... ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une nature qui fait gratuitement qui réalise gratuitement des procédés qui peuvent servir le business d'une entreprise, c'est ça ? Tout à fait, et 50% de l'économie mondiale en est dépendant. Noëlla, c'est une définition effectivement à prendre en compte quand il s'agit de réagir et de réfléchir aux enjeux des entreprises demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'accès à l'eau par exemple ? Ça veut dire potentiellement l'accès au bois quand on parle des forêts ou autre ? Oui, tout à fait. En fait, de plus en plus, ça devient un sujet de résilience des business models de nos entreprises. C'est-à-dire que si on part du principe que 50% du PIB mondial repose sur ces services gratuits rendus par la nature, on imagine bien qu'en fait, c'est toutes nos entreprises qui utilisent ces ressources gratuites et qui sont aujourd'hui en déclin. Donc si on ne se pose pas la question de ce déclin, la gravité qu'il a et l'impact business qu'il peut avoir, on se trompe clairement. Et donc d'où l'intérêt en fait de se saisir de ce sujet de biodiversité qui est hautement important pour le business des boîtes. Aujourd'hui, c'est connu au sein des sociétés de gestion, voire même des entreprises qui sont dans les portefeuilles des sociétés de gestion, les enjeux autour de la biodiversité ? Pas suffisamment. D'accord. Et c'est pour ça qu'on est là pour en parler aussi, je pense. Pas suffisamment parce que c'est assez récent, finalement. Ces sujets, ça fait quelques années. Chez France Invest, on a démarré en 2021-2022, donc c'était un peu hier. D'accord. Et pourtant, l'urgence est assez importante parce que les horizons de temps où on doit inverser les tendances, c'est à horizon 2030. Donc en fait, ça arrive assez vite. Donc le niveau de maturité et la saisie de ces sujets par les acteurs, que ce soit financiers ou les entreprises, il est encore assez faible, mais il y a une mobilisation qu'on ressent qui est quand même assez forte et l'envie d'agir sur ces sujets. Pour bien comprendre, il y a évidemment des enjeux écologiques, mais il y a un enjeu business pour les entreprises. Si on n'inverse pas les tendances,
d'ici 2030, comme tu dis. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ça veut dire que demain, c'est de la perte de chiffre d'affaires pour une entreprise, par exemple ? Net. Exactement. C'est-à-dire que les exemples que donnait Thomas, c'est-à-dire que les services écosystémiques, on a par exemple le fait d'avoir accès à une eau de qualité. Dans le monde de l'industrie, avoir accès à l'eau, c'est clé. On en a besoin pour produire. Je vois Thomas qui acquiesce, effectivement. Donc, chez Invest Industrial, vous suivez ça. Voilà, normalement, tu dois bien le voir chez toi aussi. Et donc, du coup, si on n'a plus d'eau, le business ne tourne plus, l'usine ne tourne plus, tout simplement. On prend un autre exemple, l'agriculture. Voilà, c'est le plus facile, finalement, quand on parle de biodiversité. Le service rendu par les écosystèmes, c'est la pollinisation. C'est la fertilisation des sols. Donc, demain, si ces services écosystémiques n'existent plus, qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va produire ? Pareil, si on prend le business, par exemple, des cosmétiques, qui principalement reposent sur des matières premières naturelles. D'accord. Ce qui est moins évident quand même. C'est moins évident, mais quand on y pense, finalement, on utilise quand même beaucoup d'huile essentielle, on utilise quand même beaucoup d'ingrédients végétaux. Donc demain, si on n'a plus accès à ça pour des raisons de raréfaction des ressources, de la même manière, ça va poser un problème business. Alors, quand France Invest s'est donc emparé du sujet, Noëlla, tu as notamment piloté donc la rédaction de 2 guides. Tu vas nous en parler dans un instant. Juste avant, Thomas, quand même, pour comprendre un petit peu, toi, ton quotidien, c'est d'investir dans des sociétés industrielles. Est-ce que tu vois ces risques, donc à horizon 2030, de ne pas prendre en compte suffisamment les enjeux biodiversité, mais ne serait-ce que dans la rentabilité des investissements réalisés par un fonds ? Tout à fait, et notamment qu'on investit dans des sociétés industrielles dans l'agroalimentaire en particulier, et du coup on voit le sujet de 2 façons différentes. Au niveau des opérations, et là on parlait de l'eau tout à l'heure, dans l'agroalimentaire c'est extrêmement important parce que non seulement il faut de l'eau, il en faut de façon stable et il faut de l'eau douce de bonne qualité. D'accord. Et en fait ça peut paraître très simple, mais avec le réchauffement climatique, avec l'artificialisation des sols, ça devient de plus en plus compliqué. Et après, il y a tout le sujet chaîne de valeur, dont parlait Noëlla tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que la matière première qu'utilisent nos sociétés en portefeuille dans leurs usines, c'est des matières premières agricoles, et du coup, elles sont impactées par tous ces sujets de biodiversité. Noëlla, si on rentre dans le concret, donc tu as piloté 2 guides, un guide pratique en 2022, puis un guide rétexte en 2024. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche, ces premières étapes en matière de biodiversité, et surtout ce qui a évolué dans la démarche de France Invest entre ce guide pratique et le rétexte 2 ans après ? Oui. Alors, peut-être qu'il y a une autre question aussi, c'est le pourquoi on a lancé ça, en fait. Aujourd'hui, ça paraît un peu plus évident, mais à l'époque, un petit peu moins. Et en fait, il y avait une sorte de convergence de plusieurs facteurs. Dans un premier temps, réglementaire. D'accord. C'est-à-dire que l'année 2022, c'était la préparation de la COP 15 biodiversité à Montréal, qui était un peu l'équivalent de la COP 21 à Paris, donc qui était vraiment une COP très attendue et qui a permis de déterminer des objectifs à horizon 2030, donc qui a vraiment créé une émulation sur ce sujet-là. Des sujets réglementaires aussi, quand on parle de SFDR, il y a des indicateurs obligatoires sur la biodiversité. D'accord. Quand on parle de taxonomie, il y a toute une partie de la taxonomie qui est sur la biodiversité. Et enfin, la France aime bien cette petite spécificité et aime bien être en avance. Il y a une réglementation qui a émergé durant cette même année qui s'appelle l'article 29 et qui demande notamment aux acteurs financiers de publier un rapport qui explique comment elles prennent en compte 2 thématiques majeures, climat et biodiversité. Donc voilà, on est dans ce contexte-là, déjà, en démarrant. Voilà. D'accord, donc il est important de se sensibiliser au sujet parce que c'est réglementaire dans un premier temps. Oui, et puis en fait, c'est-à-dire que ces réglementations et ces cadres sont arrivés à un moment où il n'existait rien sur le sujet. Rien. C'est-à-dire qu'on dit il faut raconter des choses sur la biodiversité, ce qu'on n'avait jamais rien fait sur ce sujet. On ne savait pas du tout par quel bout l'attraper. Il n'y avait pas de guide, pas de méthodologie, pas d'outils, rien. Et il y avait notamment beaucoup de questions sur comment est-ce que je mesure mon engagement biodiversité. Il y avait effectivement le carbone pour la stratégie climat, pour la biodiversité. On se demandait qu'est-ce qu'on va mesurer. Exactement, qu'est-ce qu'on va mesurer, qu'est-ce qu'on va raconter. Quand on a, chez moi, on a un portefeuille de 135 sociétés. Donc, est-ce que je dois raconter des choses sur ces 135-là, sur quoi je peux m'appuyer ? Donc voilà, donc ça, c'était un peu le contexte dans lequel on était. Deuxième contexte, c'est une conviction hyper forte chez France Invest qu'on a les moyens et le devoir d'agir pour mobiliser les 11 000 sociétés qui sont chez France Invest, sociétés de portefeuille, et ce sont des PME et des ETI qui ne sont pas du tout armés sur ces sujets, qui n'ont rien. Bien sûr. Et le capital investissement permet quand même une transformation et un accompagnement de ces sociétés. Donc il y avait tout de suite aussi ce sentiment on peut faire quelque chose aussi pour les aider de la même manière que ce qu'on a fait sur le climat. Il y a quand même une mobilisation importante. Le chemin est loin d'être terminé, mais il y a une mobilisation importante. Donc ça nous est paru super naturel finalement de devoir déployer les mêmes efforts sur la biodiversité. Donc c'est en tout cas pour ça qu'on a publié ce premier guide déjà en 2022 sur l'intégration de la biodiversité au sein du capital investissement.
Et 2 ans après, 2024, le guide Retex, là, ça vient donner du coup un retour d'expérience sur ce qu'on propose sur les sujets biodiversité. Exactement, c'est-à-dire que le premier guide, c'est pourquoi se mobiliser sur la biodiversité et quoi faire. Le deuxième, c'est comment faire. Et donc, c'est-à-dire que le premier guide qui est paru en 2022, qui je pense est encore assez actuel, il pourrait être, je sous ton contrôle. Donc, ne donnons pas la date, disons juste. Actualisé, je pense. Il y a peut-être certaines choses qui ont évolué, mais globalement, il est assez simple parce que ça explique concrètement comment intégrer la biodiversité à chacune des étapes du cycle d'investissement. Du screening, à la due diligence, à l'accompagnement de la société jusqu'à l'exit. Et donc, ça donne des outils et des manières assez simples de l'intégrer. Donc ça permettait de répondre aussi quand même en grande partie, notamment à la réglementation de l'article 29. Deuxième guide, retour d'expérience. Donc c'est qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et puis comment faire, parce que il y a la théorie, c'est très sympa à l'expliquer. Concrètement en pratique. Exactement. Ouais. Est-ce que vraiment on arrive à en retirer quelque chose? Et donc là, il y a 4 sociétés de gestion qui ont décidé de se porter volontaires pour tout tester. Donc, de l'analyse qualitative du portefeuille à l'analyse quantitative d'une société. Et donc, tout ça fait l'objet d'un guide pour dire, en gros, voilà ce que ça donne. Il y a des choses super, on arrive à en ressortir vraiment des choses très concrètes. Et puis, il y a d'autres axes sur lesquels il va falloir qu'on améliore. Mais c'est surtout qu'on améliore les méthodologies pour les appliquer au capital investissement. Un mot qui revient dans les guides, c'est l'analyse impact-dépendance. Qu'est-ce que c'est, Noëlla ? Oui, bonne question, parce que c'est la base, en fait. Dès qu'on veut parler de biodiversité, il faut démarrer par ça. La dépendance, donc ça va revenir sur ce que tu disais, Thomas, c'est-à-dire que la dépendance, c'est à quel point mon entreprise fonctionne grâce aux services écosystémiques. Et donc cette dépendance, elle est importante à mesurer, parce que si on est en train de dire que ces services écosystémiques sont en déclin, cette dépendance est dangereuse. D'accord. Donc ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est l'impact. Et l'impact, en fait, c'est les pressions que exerce l'entreprise sur la biodiversité. Et là, je vais prendre mes notes pour être sûre de ne pas me tromper, parce qu'on va parler de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale, qui détermine... IPBES, d'accord. Oui, j'ai dit un peu vite. Qui détermine, en fait, 5 grandes pressions. La première pression, c'est changement d'usage des terres, des mers et des airs. Deuxième, surexploitation des ressources. Changement climatique, pollution et espèces exotiques envahissantes. Donc ça, ce sont les 5 grandes pressions à l'échelle mondiale sur la biodiversité. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de comprendre à quel point mon entreprise contribue à ces pressions qui sont exercées sur la biodiversité. D'accord. Et donc, je ne sais pas si tu es familier avec ça, mais c'est le principe de la double matérialité. Oui, c'est ça. C'est que d'un côté, c'est comment est-ce que ça a un impact sur mon business, et de l'autre côté, c'est comment est-ce que moi, j'ai un impact sur cette biodiversité, dont la dégradation a un impact sur mon business. Tu as tout compris. C'est exactement ça. Thomas, est-ce qu'il y a des secteurs plus touchés que d'autres ? Est-ce qu'il y a des activités aujourd'hui qui sont plus à risque sur les sujets biodiversité que d'autres ? Tout à fait. Alors moi, je peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire de mon portefeuille, et on est investi plutôt dans des actifs industriels, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est exactement ce que disait Noëlla, c'est-à-dire qu'on a fait une analyse top-down des impacts et des dépendances de notre portefeuille au niveau de leurs opérations, mais aussi au niveau de leur chaîne de valeur, où en général, c'est qu'il y a le plus d'impact et de dépendance. Le résultat qu'on a eu, c'est le secteur agroalimentaire, dont on parlait tout au début, à la fois au niveau des opérations et de la chaîne de valeur, le textile. Pour bien comprendre le secteur agroalimentaire, j'imagine que c'est les producteurs, bien sûr, ça va jusqu'aux chaînes de grande distribution, enfin c'est toute la filière qui pourrait être impactée demain par des risques liés à la biodiversité. C'est l'ensemble de la filière, en fait, à partir du moment où les matières premières sont impactées, tout ce qui en découle, le chocolat que vous allez acheter chez un retailer, c'est du cacao qui a été cultivé quelque part et qui est dépendant d'un certain nombre de services écosystémiques. Donc ça, c'était l'agroalimentaire. Il y a c'est d'autres l'agroalimentaire, secteurs, il y a le textile, et notamment là, il y a le sujet de l'eau qui est extrêmement important. Il y a la chimie, où une nouvelle fois, il y a l'eau et les impacts que peut avoir un site industriel sur l'environnement. Nous, on n'investit pas dans ces autres secteurs-là, mais il y a d'autres groupes, d'autres membres du groupe de travail qui sont dans l'infrastructure, dans le tourisme, dans la logistique aussi. C'est des secteurs qui peuvent être bien impactés. Je pense que ce qui est important de regarder aussi, c'est les types d'impact et de dépendance qui ressortent le plus souvent de ces analyses-là. Et en fait, on en a déjà parlé, il y a l'eau.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on imagine mal une activité industrielle, quelle qu'elle soit, sans faire appel à l'eau à un moment, dans des quantités astronomiques. Donc, c'est forcément un risque, l'accès à l'eau demain pour une industrie française ou européenne, par exemple. Ça ressort quasiment systématiquement, soit au niveau des opérations, soit au niveau de la chaîne de valeur. Il y a le changement climatique, qui est une des choses citées par l'IPBES. Il y a l'utilisation des sols, dont la déforestation fait partie. Une fois qu'on a fait, Noëlla, son analyse impact-dépendance, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a fait ce constat-là, comment est-ce qu'on fait évoluer sa stratégie en matière de biodiversité ou celle des sociétés qu'on a en portefeuille ? Alors, l'idée, c'est ce qui est expliqué dans ce guide Retex, c'est qu'effectivement, on commence par l'analyse qualitative au niveau d'un portefeuille, parce que les portefeuilles peuvent être de taille très, très variée, et que quand on est face à un portefeuille de plus de 100 entreprises, on se dit il va peut-être falloir à un moment faire un entonnoir et choisir, et parce que tout n'est pas matériel pour toutes. Donc, on fait cette analyse qualitative qui est d'abord sectorielle. Et donc ça, je reviens dessus parce que ça, c'est important. Il y a un outil gratuit qui permet de le faire, et ça n'arrive pas toujours. Ça fait gagner du temps. Voilà, qui s'appelle Encore, qui est très important et qui permet en fait par secteur de savoir justement cette notion de impact dépendance. Encore comme le nom Encore, ENCORE. ENCORE, oui, tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est un outil que tout le monde déjà commence à utiliser et doit utiliser. C'est un impératif. Et ça permet en plus de se sensibiliser et de comprendre ce sujet-là. Donc ça, c'est la première étape, impact dépendance sectorielle. Deuxième étape, c'est toujours en analyse qualitative au niveau du portefeuille, comprendre l'exposition géographique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un secteur exposé à une pression ou à une dépendance, mais en fonction de sa localisation, s'il est situé dans une zone à risque biodiversité, le risque va nécessairement être impacté par ça. Et ça, il y a un autre outil qui existe qui s'appelle IBAT et qui permet justement d'avoir ces zones de danger de biodiversité. IBAT, on peut l'épeler également pour que IBAT, pour ceux qui nous écoutent, puissent aller l'utiliser demain s'ils le souhaitent. Donc ça, ce sont deux outils complètement accessibles et gratuits. Et donc ça fait cette espèce d'entonnoir, c'est-à-dire que ça permet d'identifier quelles sont les sociétés dans mon portefeuille pour lesquelles il y a une dépendance importante et une notion de géographie aussi. Après ça, on a du coup un peu moins de sociétés à regarder, à analyser. Oui. Et donc, du coup, c'est là où on va avoir soit directement aller vers le plan d'action parce que l'analyse qualitative nous a permis d'identifier quelles sont les problématiques. D'accord. Donc, les deux analyses que tu as citées juste avant, ça suffit parfois à lancer un plan d'action avant même de rentrer dans le détail potentiellement de l'activité de l'entreprise. Alors, il va falloir nécessairement à un moment discuter avec l'entreprise. Oui, ça, c'est certain, parce que comme on a une approche très macro, sectorielle et géographique, il y a un moment, il va falloir aussi voir la vraie vie et surtout voir si la société a déjà des actions pour mitiguer ce risque-là. Donc là, effectivement, tu as raison, la première chose à faire, c'est d'aller voir l'entreprise et de créer un échange et un engagement avec elle pour voir quelles sont les actions qu'elle devrait mettre en place pour dérisquer finalement cette thématique de la biodiversité. Et question naïve, ça arrive souvent d'aller voir une entreprise et de se rendre compte qu'elle a déjà mis en place des choses pour contrebalancer ce risque lié à la biodiversité. Thomas acquiesce, oui, t'as déjà été surpris par des entreprises qui étaient très en avance sur ces sujets biodiversité ? En fait, j'ai été très surpris. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. En fait, donc on a utilisé Encore, on a utilisé IBAT. On a eu un sorte de hotspot avec une carte des principales sociétés engagées sur ces sujets-là. Et on a lancé 3 pilotes avec 3 sociétés en portefeuille en disant on va leur présenter cette analyse et voir comment ils réagissent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on leur a présenté le sujet en disant c'est nature, biodiversité, ils ont dit on n'a jamais trop fait ça, on est intéressé de vous parler pour savoir ce qui se passe. Mais en fait, en allant dans le détail, où on a commencé à parler d'eau, d'utilisation des sols, de certification environnementale, etc., leur réponse était de dire il y a plein de choses qu'on fait déjà sur ces sujets-là. Alors, on ne les mettait pas forcément sous le chapeau de la biodiversité, mais en fait, on traitait déjà beaucoup de sujets. En fait, quand tu leur parles de nature, ils pensent qu'ils ne font rien du tout. Quand tu leur parles de ressources clés ou de matières premières pour leur business, d'un coup d'un seul, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'actions qui sont déjà mises en place, si je comprends bien. Tout à fait. Oui, et que le côté, je pense, parfois quand tu approches une société et que tu lui parles de nature, elle dit les papillons, tout ça, c'est sympa, mais en fait, c'est pas en lien avec mon business. Alors que très souvent, en fait, quand tu arrives à leur expliquer, oui, mais l'impact, il va être sur ton appro, sur tes ressources.
Bon, là, il y a une écoute un peu différente. Moi, je te rejoins sur le fait qu'il y a des sociétés qui sont déjà un peu naturellement engagées. Mais il y en a quand même, là, c'est pas la majorité. D'accord. C'est vrai. Parce que je pense que tu as des sociétés qui sont quand même de taille importante. Je pense que quand on va plutôt vers des PME, on est beaucoup plus éloigné de ça. Et donc, du coup, ça demande quand même un travail d'arriver à leur faire comprendre que c'est un sujet sur lequel elles doivent se mobiliser. Donc, ça reste quand même un enjeu important de mobiliser les boîtes là-dessus. Et en fait, peut-être pour finir sur la troisième étape, on est sur l'entonnoir. Encore, et ensuite... Exactement. Donc, je mets en place directement des plans d'action et un échange avec la société quand les choses sont assez claires. Si j'ai besoin d'aller plus loin, on peut faire ce qu'on appelle une empreinte biodiversité, qui est un équivalent de bilan carbone, mais adapté à la biodiversité. Et ça, dans le cadre de ce guide Retex, on en a réalisé 4 sur des secteurs qu'on a déjà cités, bizarrement, agriculture, cosmétique et énergie. Et donc, du coup, on a fait ces 4 pilotes auprès de PME pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne et est-ce que, justement, ça nous permet de mettre en place des plans d'action plus précis ou pas. Et alors Le teasing est fort. Est-ce que ça permet de mettre en place des plans d'action ? C'est variable pour être très transparente. En fait, selon les secteurs ou pas forcément ? En fait, c'est un exercice qui n'est pas facile. On a utilisé une méthodologie qui a été développée par CDC Biodiversité qui s'appelle le GBS, le Global Biodiversity Score, et qui utilise une métrique, l'équivalent du CO2 équivalent, qui s'appelle les MSA par kilomètre carré. D'accord. Les Mean Species Abundance par kilomètre carré. Donc là, on commence à être sur un truc qui est un peu complexe. Mais mesurable, du coup. Mesurable. En tout cas, c'est une unité de mesure. C'est-à-dire que c'est le même principe qu'un bilan carbone, c'est qu'on va prendre une donnée de l'entreprise et on va la convertir en pression sur la biodiversité. Une des problématiques, c'est la collecte de données, évidemment, toujours le même problème. Bien sûr. Notamment sur une PME. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, je pense que c'était assez malin, c'était de mutualiser le bilan carbone et l'empreinte biodiversité, d'essayer d'utiliser les mêmes données. Et ça a plutôt bien marché. Et ça a permis quand même d'aller parfois un peu plus vite, mais ça a été quand même franchement des boulots assez longs. Donc on peut utiliser le travail qui a été fait pour la stratégie climat pour mesurer un certain nombre d'impacts sur la biodiversité. Alors, pas la stratégie climat, mais la collecte de données du bilan carbone. D'accord. On peut la mutualiser et l'utiliser aussi pour faire une empreinte biodiversité. D'accord. C'est ça qu'on a essayé de faire. Donc on rajoute des éléments en fait. Non, justement, on essaie de garder les mêmes éléments que la société a l'habitude de collecter sur le bilan carbone et d'essayer de les convertir en pression biodiversité. Donc ça, c'est un travail qu'on a été fait, mais qui n'est pas possible sur tous les secteurs. Hein. Ça, je pense que ça dépend des secteurs. Typiquement, on a réussi à le faire sur une société de portefeuille qui est chez moi, qui est sur l'énergie. Et en fait, pour répondre à ta question de est-ce que ça a servi à quelque chose, la société en question, qui était dans le domaine de l'énergie, c'était un développeur d'énergie renouvelable. Et intuitivement, moi quand j'ai échangé avec eux, on pensait que l'impact biodiversité de cet acteur-là allait être principalement sur l'installation des panneaux, sur notamment des champs ou de faire vraiment des centrales de PV. En disant c'est un impact nécessairement sur la biodiversité, d'occupation des sols, etc. Et en fait, ce que nous a montré l'empreinte biodiversité, c'est que pas du tout. Et que l'impact principal était sur l'extraction des matières premières pour fabriquer les panneaux. D'accord. Donc en fait, si tu veux, c'est un peu le même principe qu'un bilan carbone. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, le bilan carbone a dit un peu la même chose aussi. Mais c'est que globalement, le travail doit être fait en amont sur l'extraction des matières premières et donc travailler sur la circularité pour pouvoir fabriquer les panneaux. Donc en fait, ça nous a permis quand même de savoir exactement où agir. Donc c'est là où il y a un intérêt parfois d'aller un petit peu plus loin. Justement, savoir exactement où agir. Thomas, comment est-ce qu'on passe de la mesure, maintenant qu'on a une méthodologie, à l'action, et donc comment est-ce qu'on accompagne des sociétés dans la mise en place d'une stratégie plus en phase avec des enjeux de biodiversité ? Ouais, et je pense que c'est une question qui est vraiment importante parce que toute la partie analyse dont on a parlé, elle est très importante et c'est bien de le faire en amont, mais ce qui est le plus important, c'est quand même concrètement qu'est-ce qu'on fait en fait, quel type d'action nos sociétés en portefeuille vont prendre au niveau des opérations ou au niveau de leur chaîne de valeur. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est le sujet biodiversité, nature et pas forcément très matériel pour tout le monde. Il faut quand même se concentrer sur les sociétés qui sont les plus touchées en termes de dépendance ou en termes d'impact et sur lesquelles on va pouvoir identifier des leviers d'action pour protéger de la valeur
ou pour créer de la valeur. En fait, est-ce qu'on peut accroître l'EBITDA, est-ce qu'on peut préserver de l'EBITDA via ces actions-là. Donc je pense que ça, c'est un élément qui est important. Si je traduis ce que tu dis, ça veut dire qu'on commence par les sociétés industrielles, agricoles ou cosmétiques, comme sont les exemples que vous avez donnés tout à l'heure, ou pas forcément ? Alors, en général, globalement, je pense que c'est le cas, mais on a tous des portefeuilles différents, donc je pense que c'est faire ces analyses, identifier les hotspots, voir ce qui est le plus important, identifier les 4-5 sociétés que vous avez envie que vous devez engager dans un premier temps. Et il y a un sujet de géographie aussi, hein. Donc c'est-à-dire que c'est pas que le secteur, il y a aussi la localisation, donc c'est pas si simple. La localisation, qu'est-ce qui joue dans la localisation ? C'est au cas par cas pour les entreprises ? Si mon activité exerce une pression sur la biodiversité, si elle est dans une zone à risque biodiversité, le risque est beaucoup plus élevé que si elle est dans une... Typiquement, si on prend le sujet de l'eau, si j'ai un besoin important d'eau, mais que je suis dans une zone où la ressource est abondante, globalement, on est OK. Mais par contre, si j'ai le même schéma, mais que je suis dans une zone de stress hydrique, on n'est plus OK. Le risque devient exponentiel. Exactement. Et c'est pareil sur la chaîne de valeur, hein, parce que là, on parle de secteurs assez généraux. C'est pour ça que c'est important de commencer avec une analyse qui est high level, qui est assez high level. Bien sûr, qui est simple, pas trop complexe, parce qu'il ne faut pas commencer trop complexe, mais petit à petit, il faut aller en détail. Et quand on parle des dépendances dans la chaîne de valeur, il va falloir aussi aller regarder les matières premières qui sont sourcées, où est-ce qu'elles sont sourcées, on parle de cacao, d'où est-ce que vient ce cacao, etc. Donc en fait, il faut quand même rentrer de plus en plus en détail pour à la fin arriver à mettre en place des plans d'action qui sont concrets pour les entreprises. Justement, 2 questions en une, Thomas. 1, est-ce qu'il existe un plan d'action type, ou en tout cas une méthodologie pour mettre un plan d'action ? Et 2, est-ce que tu as des exemples à nous donner ? Alors pas forcément citer les sociétés, mais en tout cas, est-ce que tu as des exemples à nous donner de plans d'action mis en place au sein de sociétés ? Alors, une méthodologie simple, je ne pense pas qu'il y en ait. Globalement, ce qui est important, c'est de se concentrer sur ce qui est important pour l'entreprise. Donc, c'est pour ceux qui nous écoutent, là, qui veulent accompagner des entreprises demain, quelle est la première étape dans la méthodologie qu'ils mettent en place pour leur délivrer un plan d'action ? Je pense que justement, quand on fait l'analyse encore, enfin, notamment l'analyse encore, ils vont vous dire que c'est le sujet haute surface qui est particulièrement important pour ces opérations-là. Donc vous allez avoir 2-3 sujets qui vont être ciblés par l'analyse. Donc après, vous allez les creuser. En particulier, vous allez le croiser avec la localisation de l'entreprise. Sur ce bassin-là d'eau, au final, c'est pas vraiment un sujet, mais par contre, sur celui-là qui est dans le nord de la France, de façon assez étonnante, en fait, il y a vraiment un sujet. Et là, vous mettez un plan d'action. Donc en fait, c'est progressivement prioriser les sujets et regarder les 2-3 sujets sur lesquels vous mettez quelque chose en place. Je pense que c'est plus important pour moi de le voir comme ça. Et pareil, dans la chaîne de valeur, les matières premières, les fournisseurs que vous voulez engager, plutôt que d'essayer de construire une stratégie biodiversité nature globale qui au final ne sera pas concrète. Et c'est là où pour moi il y a un pont avec ce qu'on a fait sur le climat, parce que je me souviens il y a 9 ans, quand j'ai commencé à travailler dans le private equity, on commençait à parler aussi du changement climatique, malheureusement. Pourtant c'était quand même un sujet depuis très longtemps, et au début les choses sont allées très vite au final, d'ailleurs. Pas si vite que ça, moi je trouve que pendant longtemps non mais grâce à France Invest, il y a d'autres initiatives, c'est allé plus vite, et l'industrie du private equity, du capital d'investissement a réussi à avancer vite. Mais au début, il y a quand même eu beaucoup de stratégies assez high level. On s'est beaucoup concentré sur la donnée, d'avoir un scope 3 parfait, alors qu'on sait tous que c'est impossible. Ce qui est important, c'est d'agir concrètement au niveau de vos opérations ou dans l'engagement de vos fournisseurs. Et donc là, c'est première étape, on va chercher où sont les zones à risque en matière de biodiversité, de ressources naturelles ou de matières premières, si je comprends bien. Exactement. Et c'est ce que tu fais dans les sociétés que tu accompagnes ? Exactement. Et je vous demandais un exemple. Je vais prendre celui d'une de mes participations parce que je le connais bien, qui est plutôt un retailer de nourriture et de food and beverage. D'accord, nourriture et boisson, disons. Nourriture et boisson. Si on le traduit littéralement. Voilà, et donc en fait, on a fait cette analyse-là. En termes d'impact direct, eux concrètement, ils ont des magasins. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a les toitures végétalisées, etc. Mais au final, ce ne sera pas très important. Le plus gros de l'action, c'est comment est-ce qu'on engage notre chaîne de valeur là-dessus. D'accord. Donc en fait, on l'a regardé de 2 points de vue. À la fois d'un point de vue mitiger les risques.
Donc, dans le code de fournisseur, code de conduite des fournisseurs, intégrer un certain nombre de choses liées à la biodiversité, à la consommation d'eau, à l'utilisation des pesticides, etc., notamment pour les fournisseurs qui sont des agriculteurs. Et d'un point de vue plus opportunité, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont co-construit une filiale entière pour lancer une gamme de pâtes Biodiversity Friendly, qui va de l'agriculture de blé dans le site de l'Italie au moulin, à l'usine, jusqu'au magasin. Et ça, en fait, ça permet de lancer un nouveau type de produit, une nouvelle gamme de produits et au final d'accroître les revenus et l'EBITDA de l'entreprise sur ces sujets-là. En lien avec une prise de conscience des risques biodiversité, on finit par créer un nouveau produit qui prend en compte finalement ces enjeux-là. Exactement. Et c'est là où on parle du lien entre ce sujet biodiversité et le business en fait, de nos sociétés en portefeuille. Noëlla, j'imagine que tu dois voir ça aussi dans d'autres secteurs. C'est quand même assez amusant comme exemple de voir qu'on parle de risque, le fait de ne plus avoir potentiellement d'eau pour une usine ou autre, et on arrive à la création d'un nouveau produit qui intègre juste plus de risques, les risques climatiques ou les risques de biodiversité. Non, c'est un super exemple. Je ne suis pas sûre qu'on en ait 850 000, mais en tout cas, non. Mais il y a celui-là. Exactement, il a le mérite d'exister, et je pense que ça montre la voie vers laquelle on doit aller. C'est-à-dire qu'il y a des choses assez similaires qui se passent sur le climat aussi, et donc on doit avoir la même action sur la biodiversité. En fait, moi, je suis assez persuadée qu'une société qui se saisira suffisamment tôt et bien des sujets de biodiversité, c'est-à-dire qu'elle va réussir à anticiper ces risques-là, elle va réussir à sécuriser son approvisionnement et elle va potentiellement créer, avec comme ton exemple, des opportunités business, elle va s'assurer une résilience dans le temps. Et donc ça, c'est le rôle des acteurs du capital investissement et de France Invest de soutenir la pérennité business et la création de valeur au sein des entreprises. Donc pour moi, la biodiversité fait pleinement partie, tout comme le climat et d'autres thématiques extra-financières, de cette recherche de protection de valeur et création de valeur. Thomas, peut-être quelques éléments concrets. Il existe des outils justement sur lesquels vous avez tous les deux travaillé, mais tu travailles aujourd'hui pour accompagner les membres France Invest qui pourraient avoir envie demain de mettre en place une stratégie très concrète et cohérente sur les sujets biodiversité. Ouais, alors il y en a plein. On a été très prolifique en termes de développement d'outils. Alors, ça peut faire peur quand il y en a plein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de stratégies différentes. Mais ils ont tous un objectif très précis. Alors il y a les deux guides dont Noëlla a parlé, qui sont les deux premiers outils en fait, qui ont été développés pour les membres de France Invest. En 2024-2025, le groupe de travail a développé 4 outils différents. Un qui est un questionnaire pré-acquisition que vous pouvez utiliser en due diligence en fait quand vous regardez une entreprise. Ça c'est un vrai point dont on n'a pas parlé. Ça veut dire qu'aujourd'hui quand on décide d'investir dans une société ou dans une entreprise, on prend en compte les risques biodiversité ou en tout cas la capacité de l'entreprise à prendre en compte ces risques biodiversité. Tout à fait. Et justement le premier guide de France Invest explique très bien comment le faire en fait et que le prendre en compte pré-acquisition c'est extrêmement important, notamment sur les industries dont on a parlé tout à l'heure. Oui, je fais une parenthèse. On parlait de résilience business et entreprise. C'est bien ce à quoi on doit s'assurer avant d'investir. Donc ça fait tout à fait sens de l'intégrer au moment des due deals. Donc ça c'était le premier guide effectivement. Donc ça c'est le premier. Alors c'est pas un guide juste pour être très concret, c'est un Excel. D'accord. C'est un Excel très utile. Le deuxième outil c'est un index d'outils justement qui peuvent utiliser en pré-acquisition par une société de gestion pour screener un certain nombre de risques liés à la biodiversité. La troisième chose, c'est un booklet de communication en fait, que vous pouvez utiliser avec le management de vos sociétés en portefeuille ou vos équipes d'investissement pour expliquer c'est quoi la biodiversité et pourquoi c'est important. Et là, on parle d'un two-pager, donc c'est quelque chose d'assez visuel. Mais pour mener les discussions dont parlait Noëlla tout à l'heure avec le COMEX ou les dirigeants des sociétés en portefeuille. Exactement. Vous pouvez envoyer un meeting à quelqu'un et mettre ça en pièce jointe pour qu'il s'éduque un peu avant de parler du sujet. Et le quatrième outil qu'on a fait, c'est en fait un index de toutes les méthodologies, de toutes les initiatives, de tous les outils encore qui peuvent être utilisés par les sociétés en portefeuille pour développer leur stratégie biodiversité. Donc les deux guides, ces 4 outils-là qui ont été développés en 2024-2025. Et alors, ce qu'on a développé en fin d'année dernière et au début de cette année, on s'est dit, il y a assez de choses écrites. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt des webinars pour commencer à donner plus de cas d'études ? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé 3 webinars assez concrets où on fait intervenir en fait, nos sociétés en portefeuille qui ont été enregistrés et qui, du coup, sont disponibles pour écouter au monde de France Invest. Le premier sur
c'est quoi la biodiversité, c'est quoi les liens avec des sujets comme le climat ou l'eau. Le deuxième sur les impacts et dépendances. Et le troisième sur comment construire sa stratégie biodiversité en faisant intervenir à chaque fois 2 sociétés en portefeuille. Voilà, donc beaucoup d'outils que vous pourrez retrouver par ailleurs. On va finir avec la même question à tous les deux. On va commencer par Thomas et finir par toi, Noëlla. C'est compliqué de mettre en place une stratégie biodiversité en 2026 quand on est un professionnel du capital investissement ? C'est compliqué. Il y a tout qui est un peu compliqué quand on veut lancer quelque chose dans la sphère ESG, sustainability, mais je pense qu'en tant que professionnel de la sustainability, on est résilient et donc on a l'habitude de prendre en compte ça. Je pense que ça dépend de comment vous l'abordez. C'est un peu comme pour tout. Comme disait Noëlla, il y a plein de ponts avec le climat et en général, on est plus avancé sur les sujets climat et du coup, c'est moins compliqué de l'aborder en disant en fait, il y a tous ces liens-là avec ce sujet-là. Je pense que le lier directement à des sujets opérationnels, je fais que me répéter, mais sur l'eau, l'utilisation des sols, l'approvisionnement, etc. Non, mais si tu te répètes, c'est parce que j'ai l'impression que c'est le message qui fonctionne aussi vis-à-vis des entreprises et c'est le biais, la première porte d'entrée quelque part pour les sujets biodiversité. Exactement. Et je pense que si on l'aborde de façon très concrète sur la réalité de nos sociétés, qu'on montre l'impact business, qu'on montre que ça peut être de la mitigation de risque, ce sera beaucoup plus simple de l'amener aux équipes d'investissement. Et nous, ce qu'on a fait notamment, c'est qu'on a inclus des notions de biodiversité dans notre politique d'investissement durable, mais sans vraiment parler de biodiversité en fait, parce qu'on parle de déforestation, on parle d'eau, on parle des principales matières premières sourcées par nos sociétés en portefeuille. Noëlla, même question, en 2026, est-ce que c'est compliqué d'accélérer sur le sujet biodiversité quand on veut accompagner des sociétés en portefeuille ? Alors ça devrait plus l'être, parce que maintenant, comme vous avez bien compris, il y a beaucoup d'outils, de guides, là je pense que ça n'en manque pas, et comme j'ai pu le rappeler aussi, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Donc ça veut dire que n'importe qui sans moyen peut quand même se lancer dans ce sujet. Et en fait, moi, il y a un côté aussi, je ne vais pas forcément finir par une note très positive, mais en fait, il n'y a pas le choix. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment martelé, mais on a un déclin de la biodiversité qui est vraiment alarmant pour l'humain. Et on a parlé aussi, du coup, pour nos économies, parce que 50% du PIB repose sur ces systèmes écosystémiques. Donc, du coup, il y a en fait une obligation, finalement, de toutes les entreprises de se saisir de ce sujet et des sociétés de gestion et de France Invest d'impulser ça auprès des 11 000 sociétés de portefeuille qui sont présentes et qui sont des PME et des ETI qui ont besoin de notre aide. Donc, en fait, j'allais dire, je n'accepte plus d'excuses sur ce sujet. On a tout pour le faire et c'est une urgence parce que c'est à horizon 2030 qu'il faut qu'on accélère. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Noëlla, merci Thomas de nous avoir accompagnés dans ce podcast France Invest et je vous dis à toutes et tous ceux qui nous écoutaient, à très vite pour un nouveau podcast France Invest.